Voilà, donc j'ai le plaisir d'être avec Pierre-Alexandre Ponant, hein, un auteur, ingénieur financier, qui a écrit un livre très intéressant. Ça se nomme L'économie basée sur les ressources, la solution au monde de demain. Donc bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Yann, merci de m'inviter pour échanger avec toi, c'est un vrai plaisir. Voilà, donc tu as écrit ce livre. Tu fais partie d'une association aussi, d'un mouvement. Je crois que tu es proche de Jacques Fresco. C'est ça, qui Voilà, s'appelle le Mouvement pour une économie basée sur les ressources, ouais. voilà, donc depuis, Inspiré notamment des travaux de Jacques Fresco. d'accord, donc depuis combien de temps réfléchis-tu à un monde sans argent, bien que ton modèle, il y a encore de l'argent dedans, hein, donc on va en parler. Où ça fait depuis 2013, donc ça fait 11 ans, ouais. D'accord. Donc pourquoi changer de modèle économique, Alexandre? On va tous être d'accord que le modèle dans lequel on vit, avec une grande partie de la population qui vit avec un seuil de pauvreté extrême, qui n'a pas accès à des conditions basiques pour l'existence, sans eau potable, avec 25 000 enfants qui meurent de faim chaque année, avec les problématiques écologiques du capitalisme, avec les trois quarts des grands mammifères qui sont morts sur Terre, avec la déforestation massive et un monde qui est basé sur un profit infini. C'est pas forcément la bonne solution euh, au bien-être humain et à la survie de l'espèce, quoi. Voilà, donc un monde sans argent, donc éliminerait la pauvreté, l'injustice, les guerres, les problèmes environnementaux. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus? Je crois la condition animale, je crois, hein, dans ton ouvrage, hein. Bon, oui, après tout, à égalité, hein, c'est vrai que j'ai autant d'empathie pour les animaux que pour les êtres humains. Mais c'est vrai que ce qui me désespère le plus, surtout, c'est que on est arrivé à une époque où on est capable d'envoyer des satellites dans l'espace, de faire de l'édition génétique avec du CRISPR et des choses très très pointues au niveau scientifique et qu'au niveau politique, on est quand même resté très bas de plafond et qu'on n'arrive pas à créer un monde meilleur, quoi. Tellement c'est corrompu en fait. Alors justement, dans ton ouvrage, juste pour citer un extrait de ton livre, hein, tu écris un extrait du chapitre La souffrance au travail et le mal-être dans la société actuelle. Tu écris La plupart des gens sont esclaves d'emplois qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont besoin d'argent pour acheter les ressources nécessaires à leur survie et à leurs loisirs. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent un quotidien dénué de sens et de plaisir. Est-ce vraiment cela dont nous rêvons? Ne peut-on pas faire mieux? Hein, donc, je crois que tu exposes vraiment le cœur de tes idées. Hein, donc, comment vivent concrètement les gens dans le système économique que tu conçois, Pierre-Alexandre? Alors, le but, c'est de donner l'accès gratuit aux ressources de base, entre guillemets, qui donnent accès à un niveau de vie décent, voire même, on pourrait considérer ça comme un niveau de vie élevé, en l'échange d'un service civique. Alors, une des particularités des travaux de Jacques Fresco, c'est que, parce qu'il y a plusieurs types de gens, en fait, qui veulent un monde sans argent. Il y a des gens qui sont très tournés vers les éco-villages, avec un monde assez low-tech, avec un monde un petit peu basé sur l'échange, le troc, mais qui est un petit peu en dehors de la technologie. Moi, j'explique dans mon livre qu'en fait, la technologie, c'est tout ce qui nous apporte vraiment au quotidien notre niveau de vie et donc l'automatisation des tâches inutiles. Donc en fait, j'expose deux choses, c'est-à-dire qu'on peut vraiment automatiser beaucoup de jobs aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont inutiles. Donc par exemple, qu'est-ce qu'un job inutile? Ça peut être dans un monde sans argent, ça peut être un avocat fiscaliste, quelqu'un qui fait du marketing ou de la publicité, un militaire parce qu'il n'y aura plus de guerre, des ingénieurs qui sont en concurrence chez Huawei, Apple, Samsung pour faire la prise qui va être différente du concurrent pour pas qu'on achète chez le concurrent. Enfin vraiment des pertes d'énergie intellectuelle avec des gens brillants qui sont ridicules. Et du coup, je fais une analyse de tous les métiers qu'on a en France et je montre qu'on pourrait supprimer 75% du travail actuel. Donc, c'est énorme. Entre tout ce qui est travail inutile, par exemple une caissière, et les caissières, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui font un travail très pénible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme chez Decathlon, on arrive, on peut poser les articles dans un panier et paf, il y a le prix qui s'affiche.
Le but n'étant pas de leur faire perdre leur travail et qu'elles se retrouvent au chômage sans rien, mais dans mon modèle, en échange de la libération pour un travail qui était quand même fastidieux, pas très agréable à faire au quotidien, de leur donner gratuitement donc l'accès à la nourriture biologique, l'accès à un logement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès gratuit au transport local, l'accès à plein de commodités et notamment la mise en commun, donc la mise en commun des communs, entre guillemets. Donc une des choses que j'aime bien, c'est les bibliothèques de prêt d'objets. Donc, un des trucs qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'on pourrait créer des grandes bibliothèques de prêt d'objets. Alors, on peut même l'imaginer comme un grand distributeur de canettes automatisé, hein, mais si on a besoin d'un objet, au lieu qu'on en construise plein et que ce soit des objets qu'on n'utilise que de temps en temps, et ben là, on peut l'emprunter. Donc, par exemple, si vous avez une perceuse dans votre garage et que vous l'utilisez une fois par mois, bah, au lieu de l'acheter et que tout le monde achète des perceuses qu'on utilise de temps en temps, bah là, hop, on la commande sur son smartphone et on va la chercher au point relais où elle est livrée. Alors, je parle dans mon livre, mais là, ce sera un petit peu trop long pour aujourd'hui, mais les gens intéressés iront voir. Le but, c'est de créer aussi des villes bien faites où on a des tubes pneumatiques souterrains qui livrent les marchandises et on peut les rendre. Et donc, on met en commun les objets. Donc, on peut emprunter, je sais pas moi, une guitare, on peut emprunter une perceuse. Près des jardins publics, on peut emprunter un sécateur ou une tondeuse à gazon. Si on va aller jouer au tennis, on aura des distributeurs de raquettes. Si on va au ski, on peut emprunter des skis, on les rend à la fin, mais tout ça, c'est gratuit. Et pareil, l'accès au musée, l'accès aux salles de sport, l'accès à plein de lieux communs qui sont payants aujourd'hui, eh ben, en fait, on pourrait en bénéficier tous pour avoir un niveau de vie plus élevé. D'accord. Dans ton système, Pierre-Alexandre, le système que tu conçois, il y a encore de l'argent. Donc, il y a énormément de gratuité, hein, sur les besoins fondamentaux, mais il y a encore de l'argent, hein, ton Oui. système. Alors, et je sais que cette vidéo intéresse des gens, donc ils font partie de mouvements qui sont souvent euh, voilà, pour un monde sans argent. Et donc en écrivant, moi aussi je l'étais a priori, mais en écrivant mon livre, j'étais amené à me poser quelques questions sur la faisabilité, la praticité, et aussi sur le fait que l'argent, en fait, peut avoir différents impacts ou différentes définitions. Donc pourquoi l'argent est mauvais aujourd'hui et pourquoi ça permet l'esclavage dans le monde capitaliste, pardon, c'est qu'en fait, on a tous besoin de survivre. Donc, on a tous besoin de manger, de se nourrir, de se loger, etc. Donc, comme on a ces besoins et que personne n'a envie d'être à la rue, on est prêt à vendre son temps pour bénéficier de cette contrepartie-là. Sauf que les gens qui détiennent les moyens de production, comme l'explique Marx, et qui a écrit plein de choses très intéressantes, et en fait, ils sont intéressés, eux, pour faire le plus de profit possible et pour payer les gens le moins possible parce qu'il y a cette dualité entre les possédants et les gens qu'on doit employer. Et donc, moins on a de diplôme d'ailleurs, ou moins on sait faire quelque chose qui se différencie des autres, plus on va être mal payé. Donc, par exemple, si aujourd'hui on parle des femmes de ménage dans les hôtels ou les dames qui gardent les enfants dans les crèches, des choses comme ça, ce sont des personnes qui malheureusement sont très mal payées par rapport au service énorme qu'elles rendent. Parce que, en fait, la compétence, tout le monde peut plus ou moins faire le ménage, hein, c'est pas faire de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une offre et une demande entre le nombre de personnes qui sont prêtes à faire ça et le nombre de postes. Et donc, les gens peuvent toujours tirer les salaires vers le bas parce qu'il y aura quelqu'un prêt à accepter de faire ça. Et en plus, parce que bah, on est obligé de vivre. Donc, même si nous, ça ne nous fait pas plaisir d'être payé au niveau du seuil de pauvreté, bah, on est bien obligé de survivre et on va l'accepter. Donc, en fait, si on enlève ce rapport-là dans la négociation, c'est-à-dire que si on a déjà, avant d'avoir travaillé, l'accès à des supermarchés gratuits avec des produits biologiques, où on peut avoir ses fruits, ses légumes, un petit peu de poisson, un petit peu de viande. Hop, on a déjà de quoi se nourrir. Si on a l'accès inconditionnel à un logement gratuit, avec l'électricité, etc. Et ben demain, dans la négociation salariale, on va dire, même si on gardait l'argent, hein, mais bon, c'est une hypothèse, on va dire, bah non, votre métier hyper mal payé, très pénible, avec des horaires en plus horribles, bah moi ça m'intéresse pas parce que c'est irrespectueux par rapport à ce que je fournis. Et en fait, bah, les patrons vont être obligés d'ajuster avec l'offre et la demande ces salaires vers le haut. Donc tous ces métiers qui sont mal payés, qui sont souvent d'ailleurs les plus utiles, seront revalorisés même si on vivait dans un monde avec de l'argent. Mais dans le modèle
que je promeus. Euh, donc déjà, on a ça gratuitement, c'est-à-dire que quand on peut diminuer le temps de travail par 4, donc on peut avoir environ pour 7 heures de travail par semaine, 7 fois 4, 28, c'est par 5, excuse-moi. Donc j'ai calculé qu'environ pour 7 heures de travail par semaine, on pourrait avoir la même création de richesse en enlevant les métiers inutiles. Et le but de la société que je promeus, c'est de garder les métiers qui ont une vraie utilité et qu'on ne peut pas automatiser pour mettre des gens dessus. Alors, qu'est-ce que c'est un métier qui est utile et qu'on ne peut pas automatiser? Ça peut être une infirmière, ça peut être un enseignant, ça peut être un technicien pour réparer des canalisations, d'eau qui fuit, ça peut être un ingénieur, ça peut être un médecin, etc., etc. Ce sont des métiers qu'on ne peut pas automatiser et qui sont indispensables. Et donc, vu qu'il y a plein de métiers qui disparaissent ou qui sont automatisés, donc quand on fait ces études, on va faire des cursus, on va prendre plus de gens pour les métiers dont on a vraiment besoin de main-d'œuvre, et on va partager la charge de travail globale, ce qui fait qu'au lieu de travailler 35 heures par semaine, on va en travailler plus que 7. Mais en échange de ça, on a déjà tout le confort de la gratuité dont je vous ai parlé, qui donne déjà un très haut niveau de vie. Mais en plus, on a une paye. Et en plus, si on veut, on peut travailler en plus. Et la paye qui est en plus, elle permet, si vous voulez, d'avoir des biens qui sont des biens non indispensables, mais qui peuvent être de l'ordre du plaisir. Alors, par exemple, moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut faire la séparation entre les biens indispensables et les biens non indispensables. Par exemple, l'État, c'est important qu'il fournisse la santé ou des fruits et légumes bio. Ça, c'est indispensable pour tout le monde. Mais l'État n'a pas vocation à fournir à tout le monde, moi, je sais pas, moi, des vacances aux Canaries gratuites ou qu'est-ce qu'on pourrait inventer, moi, je sais pas, un gadget informatique, etc. ou un pistolet à eau pour les enfants, j'invente n'importe quoi. Parce que si on vit dans un monde où on fournit en abondance tous les biens possibles et imaginables, déjà ça gaspille des ressources, mais et en plus de ça, on ne sait pas trop où ça s'arrête, quoi. Donc, le but, c'est vraiment que le service civique donne en contrepartie de son temps vraiment de quoi vivre avec un haut niveau de vie, mais que si on veut se payer des choses en plus qui sont de l'ordre du plaisir, le plaisir, c'est pas quelque chose qui doit être annulé parce que c'est pas quelque chose qui est forcément mauvais, mais on peut se le payer. Donc, par exemple, si toi, euh, tu veux profiter de ton temps libre, mais que tu veux donner en plus des cours d'ostéopathie, des cours de russe ou de yoga, mais que tu l'aurais pas forcément fait gratuitement, eh ben, en fait, quelqu'un va pouvoir te rémunérer, et puis toi, tu vas pouvoir partir en vacances à Bali ou je ne sais où. Et voilà, quoi. Je sais pas si tu avais des questions plus précises. Alors, comment s'organise la politique commune? Il y a un président, il y a un conseil, des assemblées régionales, locales. Comment tu vois l'organisation de la cité, ok, ou de l'État? Donc là, je me base sur les travaux d'Étienne Chouard et de Testa. Donc le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un pouvoir politique, il y a une capacité à avoir de la corruption qui est très intense. Donc, en fait, l'idée, ce serait de se baser sur le modèle des démocraties athéniennes avec des assemblées qui sont fédérales et nationales, donc à l'échelle locale, nationale et fédérale, en fonction des problématiques et des problèmes qui sont très locaux et d'autres plus globaux. Et les gens sont tirés au sort. Donc, parmi les gens volontaires, les gens sont tirés au sort, ne sont pas rémunérés plus cher comme les politiciens et sont changés. Il y a plusieurs idées au niveau des durées, il y a 3 ans, 5 ans, mais c'est renouvelé par tiers. Et les gens de l'Assemblée, les citoyens, ont un contrôle aussi de jugement sur leurs représentants. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas forcément bien fait son job, bah, en fait, peut y avoir une motion de censure, il est remplacé. Et on peut se présenter qu'une fois et être renouvelé qu'une fois, ce qui fait que la politique n'est pas professionnalisée. Il y a une notion de tirage au sort, donc en fait, il y a une notion de hasard, et ça permet aussi de représenter la population en son ensemble, parce qu'aujourd'hui, les catégories ouvrières ou les catégories populaires sont très mal représentées. C'est plus les catégories de cadres supérieurs. Et donc, on a une vraie représentation aussi, comme ça. Et, bah, vas-y, tu as une question, vas-y. Alors, comment s'organise l'accès au logement, la propriété? Alors, dans notre monde actuel, il y a des locataires, il y a des propriétaires,
il y a des célibataires qui vivent dans des grands appartements et des familles qui vivent dans des petits appartements. L'héritage aussi. Comment s'organise donc l'accès au logement dans le système que tu conçois? Alors, le but, alors une des choses dont je parle dans mon livre et qui est quelque chose d'un petit peu de novateur, c'est de montrer que les villes actuelles sont très mal faites. Le but, ce serait de créer des villes bien faites, en forme de cercle, qui permettent en fait de minimiser les distances et de pas avoir de voitures, donc avec des tramways à lévitation magnétique, des trains à lévitation magnétique comme en Chine qui vont à 500-600 km/h qui relient les villes, mais aussi des grands espaces verts surtout et des grands espaces piétons. Et en créant ces nouvelles villes, en fait, on réduit drastiquement la population. Et donc, dans ces villes-là, on aurait notamment l'accès gratuit au logement pour tous les gens. Maintenant, attention, je ne promeux pas un monde qui interdit la propriété privée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objets que l'on possède, on peut avoir une maison à soi. C'est pas un problème. Je dis juste que si vous n'êtes pas propriétaire aujourd'hui, l'État, la société vous garantit un droit inconditionnel au logement et vous n'avez pas la crainte de finir SDF si vous refusez un bullshit job. Donc voilà. Et l'héritage, en fait, globalement, les fortunes vont elles-mêmes disparaître ou les écarts de richesse s'équilibrer parce que comme on va vivre dans un monde sans argent, la plupart des choses vont perdre de leur valeur puisqu'elles seront déjà gratuites. Donc en fait, la monnaie, il va y avoir une déflation extrême et l'héritage en soi, c'est pas aujourd'hui, il est très injuste, mais je pense que dans un monde sans argent, il disparaîtrait de lui-même, quoi, finalement. D'accord. Donc, pour que les gens s'imaginent vraiment que Monsieur Tout-le-Monde qui découvre cette idée d'un nouveau système économique plus équitable, hein, en quelque sorte, pour qu'il s'imagine et qu'il donne sa voix vers ce système, hein, si un mouvement devait se créer, par exemple, admettons qu'une personne soit locataire actuellement d'un 20 mètres carrés, d'accord? Quand on passe à ce système où il y a encore de l'argent, hein, où il y a de la gratuité sur un grand nombre de choses, mais il y a encore de l'argent pour des biens non indispensables, comme tu l'as dit, Mhm. comment s'organise la personne qui a un logement de 20 mètres carrés et une personne qui a un logement de 100 mètres carrés, qui est locataire, hein? Après la transition, comment tu vois le... qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là pour qu'ils votent pour toi, en quelque sorte, hein, pour qu'ils s'imaginent, pour que les gens s'imaginent le Non, passage? bah, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est triste aujourd'hui, c'est le coût de l'immobilier qui est absolument ridicule. Je crois qu'il y avait un appartement, j'ai plus le chiffre en tête, mais il est dans le livre, de 6 mètres carrés à Paris qui s'était vendu, je sais plus, une somme folle, quoi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 200 000 euros. Mais ça, c'est pas la vraie valeur de la construction. En fait, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait qu'un bien est plus ou moins cher entre Londres ou Paris et la Creuse? C'est qu'en fait, c'est la loi de l'offre et la demande. Les gens veulent pas aller vivre dans la Creuse et tout le monde veut aller vivre à Paris. Donc, les biens, en fait, explosent. Et on arrive à des absurdités où des gens vivent dans des conditions déplorables, dans des cages à lapins, voire des étudiants qui ont les toilettes sur le palier. Et ça, c'est pas normal. En termes de développement humain, de bien-être personnel, bah, je pense qu'on a tous besoin d'un espace, bah, un grand espace, entre guillemets. Alors, on n'a peut-être pas besoin d'un château ou d'une villa, mais je pense que de pas vivre dans un petit truc qui est vraiment une conséquence du capitalisme et du fait qu'on est toujours obligé d'accepter des conditions de vie de plus en plus dures, c'est pas bon. Donc, dans les villes, dans les nouvelles villes qu'on propose de créer, on veut créer vraiment des logements à dimension humaine et au fur et à mesure que ces villes se construisent, avec que des matériaux écologiques, hein, du béton de chanvre, de miscanthus, vraiment des choses très très écologiques, avec beaucoup de nature dedans. On ferait des logements à taille humaine et le temps que ces nouvelles villes se créent, on aurait donc en fait les gens qui pourraient, avec un certain ordre de priorité, y accéder. Donc en priorité, on ferait des villes étudiantes avec des universités, des pôles de recherche pour arriver à un monde nouveau. Et après, on amènerait ça progressivement à tout le monde. Mais disons que on mettrait plus la priorité sur les gens dans la nécessité après qui n'ont pas de logement, donc les personnes SDF ou les personnes dans un logement insalubre, etc. Et le but serait d'arriver bah, progressivement à aider tout le monde. Et de toute façon, les prix des loyers et les prix des logements vont drastiquement chuter avec l'offre et la demande, avec cette arrivée massive de logements gratuits. Donc, comment s'organise le travail dans ton système, la répartition des tâches? Donc, le but, ce serait de créer une espèce de grandes plateformes publiques avec les métiers et les besoins,
Ça pourrait être géré même par l'intelligence artificielle, la logistique, pour vraiment voir, OK, de quoi on a besoin, de quel métier, etc. Et bah, les gens, en fait, ils font leur service civique. Donc, par exemple, je suis prof d'anglais, je fais mes heures, je suis technicien de maintenance, je fais mes heures, etc. Et donc, en échange de ça, bah, vous avez accès donc, bah, à tout, quoi. Logement, supermarché gratuit, bibliothèque de prêt d'objets, transport local. On va pas vous payer l'avion à Hawaï non plus. Là, ce serait pas de l'ordre de la nécessité. Euh, voilà, donc toutes ces choses-là, vous pouvez bah, bénéficier du coup d'un salaire donc qui serait avec une monnaie fondante. Mais bon, c'est un petit peu long à expliquer. Donc, mais voilà, vous avez un salaire qui vous permet de vous acheter des choses à côté. Et si vous voulez, bah, vous pouvez faire du bénévolat pour des choses qui vous plaisent. Parce que donc, du coup, c'est important dans la théorie du travail de séparer deux choses. Il y a le travail pénible, donc le trépanum en latin, le labeur, la difficulté, et le travail passion. Il y a plein de gens qui voudraient faire bah, des activités qui leur plaisent, qui sont pas forcément rémunérées. Par exemple, bah, il y a des gens, ils voudraient être astronomes sur leur temps libre, d'autres qui voudraient faire des programmes de réinsertion d'animaux en danger, d'autres qui voudraient créer des festivals de yoga, d'autres qui voudraient faire des concerts. Ça, c'est vraiment des métiers qui sont de l'ordre de la passion et qui vont naturellement arriver parce qu'en fait, l'homme a toujours de manière inhérente des passions. Il va pas rester si on lui donne accès à des choses, il va pas rester sur son canapé à regarder les Simpsons. L'homme a envie de découvrir, l'homme a envie de faire. Et des gens comme Einstein, Tesla ou Pasteur, c'est pas des gens qui faisaient ça pour l'argent, c'est des gens qui étaient passionnés. Mais on a aussi les métiers qui sont un petit peu pénibles. C'est-à-dire que si on a une canalisation à réparer à 2 heures du mat le soir de Noël et qu'on est avec la famille, eh ben, sans argent ou sans un petit peu de contraintes par service civique, bah, il y a pas mal de gens qui seraient un petit peu réfractaires. Alors, je dis pas tout le monde, et je pense que beaucoup de gens qui font partie des mouvements sans argent diraient, ah ouais, mais moi, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais je pense qu'on a tous nos limites. Moi, je l'ai remarqué, je pense qu'il y a plein de choses que je ferai pas gratuitement. Des fois, on me demande d'ailleurs pour mon entreprise des choses gratuites et je le fais pas parce que, en fait, j'ai pas le temps, je préfère passer du temps avec mes amis, je préfère aller surfer, n'importe quoi. Comment s'organise la reconversion des métiers qui disparaîtront, comme les vendeurs, on peut dire les banquiers, les financiers, les comptables, tous les intermédiaires qui prennent leurs commissions, les importateurs, les distributeurs, les commerciaux et finalement le propriétaire d'un magasin? Comment s'organise la reconversion de tous ces millions d'emplois? Bah, le but, c'est qu'en fait, on arrête d'envoyer des gens à faire des études dans ce genre de métier, tout simplement. Donc, on arrête les formations à l'université, en école de commerce, pour les avocats fiscalistes, pour le marché. Vraiment, il faut analyser les besoins qu'on a lors de la transition et faire en sorte que ces métiers-là se renouvellent pas pour se concentrer sur les métiers qui, eux, ont une vraie utilité, une vraie valeur. Alors, comment tu s'organises l'accès à la nourriture et la production alimentaire? Par exemple, les restaurants, donc tous les restaurants sont gratuits ou certains types de Non. restaurants dans le système que tu vois? Alors, on aurait, donc non, justement, tous les restaurants sont pas gratuits. On aurait accès à des supermarchés gratuits où la nourriture est produite de manière locale, biologique, de haute qualité. Donc ça, c'est gratuit. Alors les gens, ils vont se dire, OK, mais est-ce qu'il va pas y avoir des vols? Et puisque est-ce que les gens vont pas accumuler, ils vont pas prendre 15 kilos de tomates au lieu de prendre leur consommation de tomates? En fait, la réponse est assez simple, c'est que bah, quand on a mangé, on n'a plus faim. Qu'est-ce qu'on va faire d'une accumulation de choses dans son frigo si on sait qu'on va pas les manger? Donc naturellement, il y aura un bon comportement citoyen là-dessus. Je pense qu'un service que la société pourra mettre en place aussi, c'est des sortes de grandes cantines, mais de très bonne qualité, hein, avec cette nourriture biologique sur les lieux de travail, etc., pour faire gagner du temps, parce que bah, ça prend du temps de cuisiner, hein, tout simplement. Donc, pour avoir une forme de productivité, une mutualisation des effets. Maintenant, non. Si on veut se payer un restaurant un petit peu euh, haut de gamme ou un petit peu travaillé, là, on est dans l'ordre du non nécessaire. Et là, c'est avec l'argent qu'on a peu gagné en plus qu'on peut se le produire. Pareil pour la production de certaines choses dans les supermarchés. Par exemple, est-ce que le caviar, le whisky ou le safran, c'est des choses ou certains champignons qui valent des fortunes, doivent être donnés gratuitement?
là encore, la réponse, elle est non, parce que ça fait partie de biens non nécessaires et pas forcément avec une culture facilement automatisable, parce que le but, c'est quand même de pas mal automatiser cette culture-là aussi. Donc, si quelque chose est cher, c'est parce qu'en fait, c'est difficile à produire. Donc, on va pas rajouter du temps de travail au service civique pour avoir des choses non indispensables. Donc là, les gens, ça veut pas dire qu'on demain, on peut pas manger de caviar. Ça veut dire que si vous voulez manger du caviar, bon, bah, faut travailler un petit peu plus, mais on vous offre déjà de quoi très bien manger. Alors, comment s'organise l'éducation et la santé dans ton système? L'éducation des jeunes Mhm. jusqu'à la maturité. Alors, bah, la santé, je dirais que un petit peu comme ce qu'on a dans le modèle français aujourd'hui. Le problème du modèle français, c'est qu'aujourd'hui, il est financiarisé et qu'il a des coûts budgétaires. On a quand même une très bonne médecine en France, si on enlève les intérêts de Big Pharma ou les fermetures de lits d'hôpitaux. Mais dans une économie basée sur les ressources, on n'est plus sur le modèle du profit. Donc, on a des lits pour tout le monde. On a des médecins qui sont pas sous la pression avec des horaires infernaux parce qu'on a plus de postes et donc moins de temps de travail. On a plus le temps de se reposer, on fait pas des gardes de 3 jours. Donc voilà, un modèle qui est basé sur le service public comme aujourd'hui. Et Et l'éducation l'éducation, l'éducation ouais, des jeunes? bah, l'éducation, je pense qu'il y a pas mal de petits trucs à changer, notamment donner plus de curiosité aux enfants, faire des projets collaboratifs. Par exemple, aujourd'hui, on est basé sur la compétition, on se compare avec les notes. Ah, tu as une meilleure note que moi, toi, tu es nul, toi, t'es pas capable. Donc vraiment enlever ce système de notes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas valider une compétence, parce que pour devenir chirurgien cardiaque, il faut montrer qu'on est capable, sinon on met les gens en danger. Mais disons que le but, c'est pas de mettre une pression, mais par exemple d'aller faire des projets collaboratifs. Par exemple, on peut se dire, tiens, là, on va faire une sortie, une activité, on va aller étudier la poussée d'Archimède, on va construire un bateau ensemble. Donc là, on va mettre en application ce qu'on a appris en physique. Il y a un tel qui va s'occuper de la barre, il y en a un autre qui va s'occuper des rames, etc. Et puis en montrant qu'en fait, on fait des choses en commun, on a abouti à un résultat plus grand que ce qu'on a fait tout seul, on favorise cet esprit où on veut une société de la collaboration et de l'entraide, tout simplement, quoi. Et après, bah, mettre en valeur certaines matières qui ne sont pas forcément aujourd'hui, comme les arts. Ça peut être même aller faire des classes d'agriculture. Voilà, comment on récolte, par exemple, à quoi ça ressemble un poirier, d'où vient la noix de cajou, par exemple. Les gens ne savent même pas que ça vient d'un fruit, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Redonner un rapport à la nature et à la terre et redonner un petit peu le goût. Par exemple, les mathématiques, moi qui en ai fait beaucoup, je trouve que c'est assez mal enseigné. On montre pas à quoi ça sert et on donne pas l'aspect jeu ou utilitaire, quoi. Alors, comment s'organisent les transports? Les gens ont tous une voiture et elles rouleront à quoi ces voitures? Alors, dans les villes du futur que je promeux, il n'y a plus besoin de voiture parce que les villes sont bien faites et on peut se déplacer en moins de 10 minutes partout en ville avec des transports en commun. Maintenant, les anciennes villes vont pas forcément disparaître, surtout celles qui ont un intérêt de patrimoine, comme, je sais pas moi, Paris, Saint-Pétersbourg, Grenade, voilà. Donc c'est des très belles villes, on a intérêt à les garder. Donc on pourrait mettre en place un système de voitures qui se conduisent toutes seules comme en Chine. Par exemple, en Chine, ils ont des bus qui s'autoconduisent aujourd'hui déjà et des taxis qui s'autoconduisent. Ça permet d'en construire beaucoup moins parce que le taux d'inutilisation de la voiture, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je l'ai écrit dans le livre, on doit être aux alentours des 90%, c'est-à-dire que une voiture, elle reste globalement, quand on va se garer sur le parking du travail, inutilisée. Et donc là, la voiture, on la commande sur son smartphone, elle arrive, paf, elle nous dépose et elle repart. Ce qui fait qu'on a besoin de gâcher beaucoup moins de ressources qui sont précieuses pour la planète pour avoir des voitures qui roulent efficacement. Et alors, au niveau de à quoi ça roule, là, le but, c'est d'aller dans le plus écologique possible. Moi, je ne suis pas spécialiste des moteurs, mais je sais que l'industrie du pétrole a plusieurs fois torpillé certaines technologies qui étaient très efficaces pour rouler beaucoup moins, notamment le moteur à eau de, mince, comment il s'appelle? J'ai oublié. Après, il y a un industriel allemand qui avait créé des moteurs avec des algues qui s'est fait assassiner. Le PDG de Tata Motors avec des voitures à air comprimé qui s'est fait défenestrer de son hôtel à Bangkok. Donc, je pense qu'il y a des solutions alternatives au pétrole, mais que
quand on vivra plus dans un monde corrompu par l'argent, elles émergeront d'elles-mêmes, quoi. Donc, comment s'organise la production des biens, aussi des vêtements, des meubles, de l'électronique? Donc là, on est vraiment sur une révolution. Je crois que c'est même le cœur de ma proposition. J'en ai pas encore parlé. Le but, c'est de faire un grand Internet, une grande plateforme comme un grand Wikipédia des objets, où en fait, aujourd'hui, on est dans une logique où on doit faire de la publicité pour proposer des objets. Bah là, en fait, c'est le consommateur qui dira lui-même de quoi il a besoin. Donc, le but, ce serait de créer une grande plateforme où tous les brevets, en fait, deviennent libres et tous les plans et modèles des objets sur Terre existants sont recensés de manière gratuite sur Internet et accessible et modifiable. La seule condition pour faire partie de cette grande plateforme d'objets, c'est qu'il y ait une production écologique, locale, sans obsolescence programmée, donc objet le plus durable possible, avec d'autres critères, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et qu'il n'y ait pas de brevet. Et donc les gens, bah, si demain on veut créer, je sais pas moi, la meilleure lampe la plus durable possible, eh ben, tous les gens peuvent proposer des modifications. Alors attention, il faut que ce soit logique, comme sur Wikipédia, on met pas n'importe quoi, mais les ingénieurs peuvent réviser et se disent, ah mais tiens, je sais pas moi, pour ce vélo-là, le matériel est encore plus léger, plus éco-durable, plus aérodynamique. Effectivement, c'est une très bonne idée, on va l'intégrer. Et on va créer comme ça les meilleurs objets du monde, au lieu d'avoir plein d'équipes d'ingénieurs qui font des choses pour se battre les uns avec les autres, qui cassent le plus vite possible pour qu'on rachète le plus vite possible, comme les ampoules, les ordinateurs, les machines à laver, les imprimantes. Là, on a les objets les plus écologiques et durables possibles. Et ces objets sont produits donc de manière locale, pas à l'autre bout du monde, avec les matériaux les plus renouvelables possibles, ça fait partie de la charte, et sont mis à disposition gratuitement dans les bibliothèques de prêt d'objets ou dans les supermarchés quand ce sont des objets à usage personnel, parce que il y a des choses qu'on doit utiliser en permanence, on va pas les rendre à chaque fois. Et voilà. Et donc là, là, ce serait gratuit. Après, on peut mettre en place aussi pour les objets non indispensables une production privée et ou publique, mais là avec un coût d'accès, quoi. Alors, comment s'organisent les vacances, les loisirs, les vacances dans ton système? Donc, les gens ont combien de temps de vacances? Ils ont accès à des hôtels. Donc là, je pense qu'il y a aussi l'aspect indispensable. Peut-être rentre encore en compte, hein, pour les biens non indispensables. Donc, peut-être qu'ils auront accès à des hôtels de meilleure qualité. Comment tu vois les vacances, par exemple? Bon, alors déjà, je pense qu'on sera plus ou moins tout le temps, on se sentira beaucoup en vacances, parce qu'en travaillant que 7 heures par semaine, en fait, on va travailler lundi si on veut et qu'on est motivé, et puis là, on a le reste de la semaine pour soi, ou alors on peut travailler 1 heure par jour. Enfin, tout, bon, ça dépend, parce que il y a des fois, on a besoin de rester plusieurs heures, ça dépend des contraintes, des métiers, mais disons que le temps libre, il est beaucoup, beaucoup plus important. Ensuite, je pense qu'on peut aussi, donc on accumule des points en fonction des heures de service civique qu'on a à faire. On peut prendre des mini-retraites, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, je vais prendre une année où je travaille 14 heures par semaine, et puis l'année d'après, je me fais une année sabbatique. Donc aujourd'hui, on a une espèce de logique où les gens veulent partir à la retraite le plus tôt possible, en ayant gâché les meilleures années de leur vie, pour finalement profiter avec leur arthrose ou leur cancer, ou ne pas profiter, malheureusement, bah, en fait, de la vie. Donc c'est vrai que bah, la vie, elle est aussi faite pour profiter de ses amis, de sa famille, de voyager, des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont pas forcément là pour l'argent, de peindre, de faire de la guitare et des choses comme ça qui nous tiennent à cœur, quoi. Alors, moi, de mon côté, j'envisage plus 4 heures de travail par jour. C'est-à-dire qu'il y aura des gens Mhm. qui travailleront le matin, d'autres l'après-midi, parfois le matin, parfois l'après-midi. Comment tu envisages, toi, 7 heures de travail par semaine? Donc ça fait très très peu quand on doit concevoir des villes. Tu envisages un monde avec des robots? Je sais que tu en parles, c'est très Jacques Fresco, hein, l'automatisation, les robots. Moi, je suis pas personnellement pour un monde de robots du tout. Donc comment tu envisages 7 heures de travail par jour? Alors déjà, en fait, il faut pas tomber dans le Par semaine, cliché par comme... semaine. Ouais, ouais, bien sûr, il faut pas tomber dans le cliché où il y aura des robots partout, il y aura pas plus de robots. Qu'aujourd'hui, c'est pas un monde dystopique avec plein de robots qui viennent nous parler, qui nous amènent le plateau de thé. Je parle plus de l'automatisation, mais en fait, aujourd'hui, tout est déjà automatisé, mais on le voit pas parce que c'est derrière des murs d'usines. Mais il y a des très bonnes chaînes YouTube comme How It's Made
ou de process behind things. Et là, on voit en fait toutes les choses qu'on fabrique. Moi, je peux regarder autour de moi un chargeur, une paire de ciseaux, un téléphone, des écouteurs, un coton-tige, un club de golf, des éponges, une table en verre, etc. C'est fait par des machines où c'est extrêmement automatisé. Il n'y a qu'à regarder les vidéos. On n'apprend pas ça à l'école, mais c'est incroyable. C'est fait avec des chaînes de production ultra automatisées. Et autour de vous, est-ce que vous connaissez des gens qui sont fabricants, je ne sais pas moi, de bouchons en liège, ou est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont fabricants d'écouteurs pour téléphone, ou est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont fabricants d'ampoules? Non, parce qu'en fait, toutes ces choses-là, en fait, sont déjà très fortement automatisées. Il n'y a pas besoin de beaucoup de gens pour les produire. Le but, c'est juste de libérer du temps de travail, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Faut voir que un monde dans lequel, moi j'ai déjà fait des stages de survie, par exemple en Amazonie où on doit tout faire soi-même. Donc construire sa propre cabane, aller pêcher, aller cuisiner, se mettre à l'abri, faire du feu, etc. Et vivre dans un monde où on serait très low-tech, où on a vraiment beaucoup de choses à faire au quotidien, aller couper du bois pour le mettre dans la cheminée, aller faire son linge à la rivière, aller cultiver ses carottes, les râper, faire une petite sauce à côté, faire comment dire, le lave-vaisselle, faire l'éducation de ses enfants, etc. Un monde qui est très low-tech, où on n'a pas mutualisé les choses, où on n'a pas automatisé les choses, peut être très pénible. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ça, mais je pense que pouvoir accéder aussi à un confort de vie, où on a plus de temps pour soi, c'est pas une injure et c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Alors, comment s'organise la vie pour les personnes âgées? À quel âge ils partent à la retraite, par exemple? Là, tout est envisageable. Je suis pas rentré dans le détail de ça. Je pense que on, on peut être assez flexible aujourd'hui. Je pense que l'État nous dicte beaucoup trop de trucs. Tu travailles 35 heures, tu pars à la retraite à 64 ans. Je pense qu'on n'est pas des enfants. Une fois qu'on a fait sa part et sa tâche, bah, si on l'a fait plus vite que les autres parce qu'on a été plus motivé, bon, on peut partir plus tôt. Je pense que on peut mettre beaucoup plus de flexibilité et pas être pris pour des enfants. Alors, quels sont les points faibles de ton système, Pierre-Alexandre? Alors j'ai envie de dire, j'espère qu'il n'y en a pas. Non, mais alors je pense que tout système a ses faiblesses et dans le sens où le but, c'est de créer un monde qu'on améliore constamment. Une utopie, c'est un monde final où on a atteint la perfection. C'est pour ça que j'estime que mon monde n'est pas une utopie, c'est on essaye toujours de s'améliorer. Mais disons qu'une fois qu'on a vaincu la pauvreté, vaincu les problèmes écologiques et vaincu l'esclavagisme moderne, oui, il y aura toujours des problématiques. Il peut y avoir des violences conjugales, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des gens qu'on doit essayer alors, de mettre en prison ou pas. D'ailleurs, c'est tout un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans. La société, elle n'est pas parfaite du jour au lendemain pour ça. Il y a des gens qui vont tricher sur les règles, peut-être des fois. Par exemple, les gens peuvent se comparer quand on va faire le service civique. On a tant d'heures à faire, on va dire, ah, le voisin, il s'est pas foulé, j'ai fait 2 fois plus que lui en travaillant le même temps. Il n'y a pas de perfection, mais disons que le but, c'est toujours de faire mieux et d'arriver à un monde quand même beaucoup plus agréable que celui dans lequel on vit. La dernière question, une des questions les plus importantes, hein, c'est comment y parvenir? Comment conçois-tu la transition du monde actuel vers ce système de justice pour tous? Bah, je pense qu'il y a plusieurs axes importants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très dur. On le voit avec les gilets jaunes qui se font caillasser, avec caillasser, qui se prennent des flashballs dans les yeux, la mainmise des élites politiques, la corruption à tous les étages. C'est les gens, même très intéressants, qui veulent se présenter à l'élection présidentielle, qui sont assassinés comme Coluche, parce que vous pouvez regarder la dernière vidéo de Max Bellona dessus, c'était un assassinat où les gens, on laisse même pas passer à la télé pour exposer leurs idées. Le monde est très corrompu. Maintenant, si on arrive à mettre en place un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, si on arrive à mettre en place des assemblées citoyennes et à quitter un régime présidentiel, si on arrive à s'organiser avec des monnaies alternatives ou du Bitcoin, ou à créer des trucs comme des bibliothèques de prêt d'objets, à créer un Internet des objets gratuits. Voilà, toutes ces choses-là, en fait,
qui essayent de, soit par la politique, soit en passant à côté de la politique pour changer le monde, seront des étapes de transition. Faire la promotion aussi de ces idées-là, parce que je trouve qu'en politique classique qui passe à la télé, on trouve pas beaucoup de bonnes idées. Donc, essayer de répandre ce genre de messages. Euh, voilà. Je te remercie beaucoup pour cette interview, Pierre-Alexandre. C'était vraiment très, Voilà. très intéressant, hein. Donc, j'invite Merci. toutes les personnes à découvrir ton PDF. On mettra le lien avec la vidéo. Et puis, je pense proposer des tables rondes dans le futur avec d'autres penseurs postmonétaires. Tu voudras aller nous rejoindre? Ah bah, avec grand plaisir. Alors, c'est parfait. Moi, je te dis à très bientôt et à une prochaine fois, Pierre-Alexandre. Au Merci revoir. Yann, à Au bientôt. revoir. Au revoir. J'ai longtemps